Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, vous venez créer le petit design file dans la bonne équipe, puis dans le bon projet. Moi, je vais directement aller à l'intérieur pour arriver juste ici. On commence donc par un tour assez sommaire de l'interface. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand je ne clique sur absolument rien? On retrouve des points communs avec FigJamboard qu'on a vu hier, notamment le petit logo Figma tout en haut à gauche qui vous permet d'accéder à des paramètres d'export, de sauvegarde, si vous voulez sortir un point Fig. Si vous voulez même importer des images, maintenant on verra que le glisser-déposer marche très bien aussi. Différentes possibilités au niveau des paramètres, et je vais d'ailleurs vous inviter à prendre le temps de tous regarder un paramètre ce matin. On va tous aller dans les préférences. Donc, petit logo en haut avec la flèche préférences. Et vous allez avoir tout en bas Nudge Amount. Et si vous êtes en français, n'hésitez pas à me demander, mais normalement c'est le dernier. Donc je le laisse afficher quelques instants et puis après je l'ouvre avec vous. Moi déjà, j'ai un souci, j'ai pas Create, j'ai Projet. Je Hop, peux pas créer un nouveau truc. alors, tu peux pas créer ici? Non, j'ai Projet. Alors tu peux me faire une capture Project, pardon. d'écran si tu veux, de project. Project, yeah. Et on va voir le project ensemble. Hop, en attendant, je vous remets ça si besoin pour les autres. Préférence, Nudge Amount. Alors, hop. Alors, double-clic sur Shuba. Parce que là, en fait, tu es encore sur la vue où il affiche tous tes projets. Ah, ok. Et nous, on va aller dans le projet. Double-cliquer. C'est ça, exactement. Figma, c'est là où ça peut être assez perturbant. Et d'ailleurs, alors il n'est pas sur le drive aujourd'hui, mais je sais que j'ai préparé un support justement à initiative sur le sujet. Je pense que ça peut vous servir. Hop, formation Figma. J'avais juste sélectionné en fait, c'est pour ça. C'est ça. Donc Hop, c'est Create et Design après, c'est ça? c'est ouais, exactement. Design file. Et je vous mettrai du coup ce petit document qui vous rappelle les différents du coup niveaux sur Figma. Vous avez les équipes. Au sein d'une équipe, vous pouvez avoir plusieurs projets. Au sein d'un projet, vous pouvez avoir plusieurs fichiers. Au sein d'un fichier, vous pouvez avoir plusieurs pages. Au sein des pages, vous pouvez avoir plusieurs sections. Et au sein des sections, vous pouvez avoir plusieurs frames. Les frames, ce sera les maquettes. On se les représentera de toute façon. Ok. Ne vous inquiétez pas, mais je pense que ça peut être pas mal de vous l'envoyer. Hop. Donc je vais sur Nudge Amount. Et donc là, normalement, une minuscule fenêtre vient s'ouvrir. Sur Small, vous êtes à 1 comme moi. Et sur Big, vous êtes à 10. Je vous laisse passer à 8. Pourquoi 8? J'ai pas encore repris avec vous le costaud mémo, là, 56 pages, avec mes petits conseils. Mais parmi eux, il y a du coup l'utilisation des multiples de 8. On y reviendra en temps voulu. Mais de cette façon, avec un petit raccourci, dès que vous allez déplacer un élément, il va bouger de 8 en 8. Donc très pratique. Si on veut le bouger de 16, de 24, de 32, de 40. Très facilement. Je mets un petit message dans la salle de cours. Je mets, hop, nudge. Enfin, je vais mettre big nudge, pas de confusion. Big nudge à 8, ok. Et je vous laisse liker si c'est bon pour vous. Quand on est à... Hop, j'ai pas fait les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quand je suis On à peut pas 13. mettre OK ou ferme avec la petite croix. Exactement, vous fermez avec la petite croix. Vous allez voir, Figma, c'est... On peut pas plus C'est bien simplifier. dans les préférences que tu étais? Exactement. Préférence, et ensuite dans préférence, tout en bas, Nudge Amount. Ah oui, d'accord. Ok, il y a plein de trucs en bas encore. D'accord.
8. S'il y a un problème, vous n'hésitez pas, si vous êtes en français, que vous avez besoin de faire une capture Et d'écran. Small Nudge, on laisse à 1. Exactement. En fait, on va avoir, je vais vous donner 2 raccourcis. Il y en a un qui permettra de déplacer d'1 en 1 pixels, parce que c'est l'unité sur Figma, et l'autre nous permettra de déplacer de 8 en 8. Je ne vois pas l'écran partagé, ça bug Maeva. J'essaye de couper le partage, hop, et de le remettre. Tu me diras si c'est mieux, souvent c'est la solution. Voilà, c'est remis. Est-ce que c'est mieux pour toi, Maeva? Suspense. Ça ne veut pas. Mince, alors, ça vient peut-être de ta connexion alors, pourtant tu nous entends bien. Ce qu'on fait, c'est que moi, là, je vais de toute façon... on va t'attendre. Essaye de fermer Discord, voire même tout simplement de redémarrer ton ordinateur, en espérant que ce soit mieux. Et si c'est pas mieux, je pense que ça viendra peut-être de ta connexion. Pour les autres, n'hésitez pas à liker. Je vois qu'on est à 9. Il va manquer au moins un. Bah super. Il va manquer au moins un 10, 12. Non, il m'en faudrait un 11e. Il m'en faudrait un 11e. Et là, c'est le jeu du qui est-ce. Est-ce que Lola, tout se passe comme tu veux pour changer ce nudge? Ouais, c'est ok. Impeccable. On va juste attendre du coup le retour de Maeva. Ce que je vais faire, de toute façon, ce sera dans la vidéo, et ça, de toute façon, je peux le remettre à l'écrit, parce que c'est pas une grosse info. La question s'est beaucoup posée hier de faire des exports, que ce soit sur FigJam ou sur Designfile. Quand vous êtes sur un Designfile, vous pouvez sélectionner, alors on parlera plus tard des différents niveaux, mais vous pouvez sélectionner une section comme une frame, donc un morceau de maquette, et vous avez un panneau exporté qui s'affiche tout en bas à droite. Export. Vous cliquez dessus, et quand je vous disais que l'export il n'est pas tip top, c'est peut-être le plus gros défaut de Figma aujourd'hui, vous voyez comment ce panneau est léger en comparaison avec ce qu'on a connu sur les panneaux d'export d'Illustrator ou de Photoshop. Donc là, tout simplement, vous venez choisir le format. C'est normal qu'il n'y ait pas de EPS, qu'il n'y ait pas de AI, c'est pas des formats pour l'impression, hein. Figma, c'est vraiment réservé au web. Donc vous avez le choix PNG, JPEG, SVG, PDF. Pour rappel, sur le drive, eh bien, vous déposerez du PNG, du JPEG ou du PDF, peu importe. Par contre, ça peut être plus lourd pour le drive. Donc sachez que si votre arborescence, vous voulez me faire une capture d'écran, ce que vous avez fait hier, ça marche très bien. PDF, ça garde nos calques. Écoute, j'ai jamais essayé. J'ai déjà exporté en PDF. Ça aurait été bizarre de jamais l'avoir fait, mais j'ai jamais pris mon PDF pour le remettre dans Figma. Si, je l'ai déjà fait. Et non, pour le coup, il te l'écrase. Il te l'écrase. Ah, par contre, j'ai jamais testé dans Illustrator. À confirmer, mais pour moi, il l'écrasera aussi. On verra que pour présenter vos maquettes aux clients, le PDF, ça peut être pas mal, forcément. Vous allez vous rester dans la meilleure qualité possible. Si à l'inverse, un jour, vous travaillez des icônes ou des logos, là, je pense surtout aux icônes pour votre projet. Des icônes de panier, de compte, on partira sur le SVG. Meilleur format vectoriel, et puis en plus, vous allez vous retrouver avec des icônes qui font 1, 2, 3 kilooctets. Donc ça, c'est top pour le temps de chargement de vos pages. Donc l'export, il est possible juste ici. Vous avez un bouton exporter quand c'est fini. Moi, on voit que j'ai bien sélectionné un élément qui s'appelait navbar. Et bien, en effet, il me dit export navbar. Si j'avais sélectionné plusieurs éléments, il aurait compris aussi. Et vous voyez, il me met export to layers. Ça veut dire exporter 2 calques. Donc ce petit panneau export, bon, vous retrouvez des similitudes, hein. La possibilité d'agrandir si vous trouvez que c'est trop petit, de faire un x2, x3 par rapport aux dimensions d'origine.
Mais Figma, voilà, se limitera à cette partie-là. Si vous voulez exporter via d'autres panneaux, c'est possible. Notamment, je pense à FigJam qui n'a pas de panneau exporté en bas à droite. Eh bien, vous avez le petit picto là-haut, File, et un peu à la manière de notre ami Adobe, Fichier, Exporter sous. Donc, sauf que c'est en anglais, File, Export as. Vous cliquez dessus et vous avez quasiment les mêmes choix. La différence, c'est que vous voyez, on vous demande quand même si vous voulez exporter un PDF en haute qualité, médium ou plus faible. J'ai testé ce qu'on débattait ensemble sur les CV. Ça n'a quasiment aucune incidence sur le poids. Le poids il reste énorme même si vous mettez en médium. Donc c'est pas ce sur quoi je serais le plus regardant. Et puis vous pouvez juste exporter les sélections ou le fichier global, tous les éléments qui se situent dessus. Voilà pour cette parenthèse. Maëva, est-ce que de ton côté c'est mieux? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu vois l'écran plutôt? Tout le monde retient son souffle. J'attends le nom arriver. Non, là, tu dois pas écrire non. Où il y a beaucoup de N ou beaucoup de O. Bon, en attendant. Non, j'ai pas de connexion, mince, ça vient de là. Bah, ce qu'on fait, c'est que dans tous les cas, tu vois, je m'en assure quand même, parce que j'ai déjà fait la bêtise, mais mon écran est bien enregistré et j'ai bien du son, mais est-ce que c'est avec le bon micro? Ouais, là-dessus, c'est OK. Donc, n'hésite pas à regarder, de faire un partage de connexion. Après, attention, parce que je sais que Discord tire pas mal là-dessus. Et sinon, ce sera de revisionner ma vidéo un peu plus tard. C'est toujours embêtant. Et j'allais faire la parenthèse, est-ce que vous avez plus chaud qu'hier? Pareil? Moins? On s'habitue. Ouais, on s'habitue. Habitué, ouais, mais c'est pas ouf non plus. Là, je Va trouve que bientôt pleuvoir. Ouais, la semaine prochaine. Et c'est dingue la différence de température entre là et la semaine prochaine. On va faire 15 degrés. C'est énorme. Ah, mais c'est terrible, hein. Même la semaine dernière, Tout hein, cette on était balade. sous la pluie. On va avoir froid la semaine prochaine. Je trouve que c'est un manque d'organisation de la météo quand même. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Soit on commence l'été, soit on finit l'été, mais Après, tu On est penses pas d'accord. que... Ça se trouve, les nuages, là, en ce moment, ils sont sur un FigJam board. Et ils sont en train de mettre des emojis partout et ils font pas leur travail, quoi. on va les envoyer Hermeline, Aurélie et Claire. Et Adrien. Ouais, c'est ça, exactement. Réchauffement, dérèglement, enfin... y a de quoi On va se les poser envoyer. des questions. Les Surtout, Spice Girls. surtout fin mai. On est encore au printemps et même pas en été. Il y a des prédictions qui disent qu'on pourrait faire pire au mois d'août que la canicule de 2003. Donc, C'est on Oui, verra. vrai. j'ai entendu parler de ça, oui. Ouais. Apparemment. C'est ça. On va mourir. C'est pas rassurant pour la suite, mais bon. Bah oui, mais vous aurez été formé à Figma avant ça. Donc si c'est pas merveilleux. Les personnes qui On va cherchent toujours le s'accrocher- positif dans le pire. on va s'accrocher à ça. Voyons le bon côté des choses. Ouais. C'est ça. Non mais oui. On a su mettre des emojis sur Figma, c'est déjà ça. Et c'est peut-être pour ça. Grosse consommation hier. On a trop tiré et ça a réchauffé la planète. Les filles ont demandé comment mettre des emojis sur Figma à ChatGPT. Voilà, bah du coup Maëva, du coup je te laisse voir pour ta connexion. Je sais pas quelle solution tu as choisi finalement, mais moi je m'enregistre en tout cas et je reprends donc ici avec vous sur l'interface. Pour le nudge mount, du coup je considère que c'est bon pour tout le monde. Ici, donc je descends. Je descends sur mon fichier, donc oui vous avez toujours la possibilité de plier, déplier ce panneau qui va nous permettre voilà, surtout de gérer, en fait, c'est surtout de l'organisation à gauche. J'étais en train de vous dire l'icône ici, oui, c'est Missing Font. Donc si demain, pour je ne sais quelle raison, vous arrivez sur un projet Figma sur lequel eh bien, vous n'avez pas les fontes, parce que par exemple, c'est pas vous qui avez commencé à travailler dessus, ça va souvent arriver, par exemple, dans mon cas.
je vais arriver sur vos projets, je vais pas avoir vos fonts à vous, et donc ça va me le mettre. Ici, du coup, il peut les détecter et vous inviter à les remplacer sur un principe similaire à la suite Adobe. Je descends et on a du coup cette petite barre. File, elle va vous afficher deux choses. Elle va vous afficher les pages que vous avez créées. Donc, sur le même principe que Jamboard hier, vous pouvez créer, surtout en Figma Éducation, une multitude de pages. Là où en accès gratuit, vous êtes limité à 3 ou 4, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'opportunité pour vous de commencer à organiser votre travail. Et alors, même si moi c'est assez original parce que forcément je dois m'adapter aussi à la formation, vous demain voyez-le vraiment comme la possibilité de ranger et d'organiser les différentes étapes par lesquelles vous passez. Je me ferai par exemple une page avec mes croquis, mes wireframes. Je me ferai une page avec toutes mes règles, mes boutons, mes typos, mes couleurs, et je me ferai une page du coup pour les maquettes haute définition, du coup très proche du résultat final. Donc là-dessus, n'hésitez pas, si on veut se faire un petit rappel, vous créez une page avec le petit plus. Une fois qu'elles sont créées, vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez. Hop, clic droit, vous pouvez renommer, rename, vous pouvez dupliquer ou vous pouvez supprimer. Un double clic permet aussi de renommer. Faites attention à ces choses-là. Souvent, vous avez tendance à me faire des choses très réussies, et je dis ça, c'est les sessions précédentes, sur le plan visuel, mais parfois on néglige un peu trop l'organisation. Faites en sorte de nommer correctement vos pages, de nommer correctement vos sections. Pas forcément tous vos calques, mais au moins tous les calques de premier niveau, vous voyez. Là, ma section, je l'ai appelée Nike section product. On verra pourquoi j'ai mis un slash par exemple. Mais essayez d'avoir des noms au maximum. J'ai eu très peur par exemple sur la dernière session quand j'ai vu un candidat à une semaine de l'examen. Page 1, page 2, page 3, page 4. On ne sait pas forcément où on va. Ensuite, sous ce panneau du coup page que vous pouvez plier, déplier, vous avez du coup layers. Layers, ce sont les calques. Et donc, toutes les choses que vous allez venir tracer. Et donc, ça peut être 3 types d'éléments. Ça peut être des frames. Vous allez me dire c'est quoi une frame, je vous en parle juste après. Mais on pourra le comparer un peu, je dis bien un peu, au rectangle sur la suite Adobe. On aura des textes et on aura des images. Ou des éléments vectoriels. Je l'ai oublié, des icônes par exemple. Mais c'est les 4 types d'éléments qu'on va manipuler. Ce panneau calque, forcément, il peut paraître assez corsé ici. J'ai beaucoup de choses en plus. Je vais essayer de le... Hop. Voilà, hop, ce que je vais faire, parce que forcément j'ai encore les tests de la session d'avant. On n'hésitera pas à se refaire des démos, comme on l'avait fait là, si besoin. Hop, et pourquoi? Parce que j'ai ça là-bas. Voilà. Ça, j'ai plus que 2 éléments. Donc voilà, vous retrouvez du coup ce panneau calque dans lequel vous allez pouvoir ranger vos éléments. Et donc sans vous demander de tout renommer, vous voyez là, je vais à l'intérieur et... Bon, si là j'aurais pu faire mieux. Mais dites-vous que voilà, au moins les 3 premiers niveaux, vous allez chercher à renommer correctement. Title, section, picture, enfin encore une fois vous faites, moi je plutôt sur l'anglais, mais si vous voulez fonctionner en français, il n'y a pas de souci. Donc le panneau calque, il est ici. Je reviens après dessus quand on se montrera la boîte à outils pour vous parler de la disposition. Sur le même principe que la suite Adobe, via un clic droit, vous pouvez passer au premier plan ou mettre en arrière-plan. On va retrouver énormément de similitudes. Donc ça, le panneau file, c'est les pages, les calques. Ensuite, à droite, vous avez le panneau Assets. Le panneau Assets, traduction, bibliothèque, si vous préférez, dans lequel on va pouvoir retrouver plein de librairies. Des librairies composées de quoi? De couleurs, de typographie, de boutons, de cartes, voilà. Plein d'éléments. Ces éléments, il y a 2 possibilités. Soit vous récupérez ceux que vous avez créés, et donc nous on créera nos propres éléments ensemble, et donc ils seront bien rangés ici. Là par exemple, hop,
j'ai mes boutons, mes cartes, mon footer. Voilà, on organisera ça encore mieux pour le vôtre. Et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher d'autres librairies. Ajouter plus de librairies. Et donc vous arrivez sur deux possibilités. Hop, est-ce que je vais l'avoir là? Ouais. Les UI kits dont je vous parlais hier. Donc c'est des UI kits tout prêts, avec des boutons déjà préparés, plein d'éléments. Mais vous avez aussi la possibilité de récupérer les UI kits de votre team. Ce qui peut souvent être un besoin. Et là, vous voyez, par exemple, c'est celui de la formation initiative. Ils ont plein de services. Par exemple, ils ont un studio graphique, ils ont un service marketing, ils ont les développeurs. Et ils ont besoin d'échanger autour du même UI kit. Donc utiliser les mêmes boutons, les mêmes couleurs, les mêmes ressources. Eh bien, on verra qu'on peut enregistrer tout ça et l'ajouter à n'importe quel fichier en un clic. Et ça suivra les modifications s'il y a des modifications réalisées plus tard. Ça, on se le reprendra du coup un peu plus tard, mais ça a le mérite d'être ici. Si je continue, alors là, ça me ramène au même endroit, vous voyez, petite icône de livre, à la fenêtre où nous étions. Si je descends, vous avez du coup une barre de recherche qui vous permet de chercher dans la librairie si vous le souhaitez. Et en dessous, du coup, vous allez avoir, en fonction de comment vous les avez rangés, les différents éléments que vous avez créés. Et on verra que le rangement dépend, et vous allez vite vous en rendre compte, des noms qu'on donne au calque. Je le referai de toute façon, mais notamment le slash qui permet de faire comprendre qu'on va avoir un dossier et qu'on va passer à un nouveau niveau. C'est pour ça que la plupart, pourquoi d'ailleurs il s'est changé, parce qu'il s'appelait pas comme ça. La plupart de mes éléments ici commencent par Nike, comme ça si demain je suis amené à faire un autre projet avec vous, la rosée par exemple, eh bien j'ai tous mes éléments Nike rangés dans un dossier Nike, slash, suivi de leur nom. Super Maeve. Mais ça on se le reprendra vraiment, c'est vraiment un gros tour d'horizon. Donc ce panneau à 7, j'ai envie de vous dire, pour les premiers jours, voire la première semaine, on va pas aller trop dessus. On va rester sur des calques, sur l'auto-layout. Hop, je reviens ici. Maintenant, je vais m'attaquer à la boîte à outils. Alors, vous allez sans doute trouver plein de tutoriels sur Internet, et c'est une bonne façon, en parallèle des vidéos que je vous fais, d'enrichir vos connaissances. Maintenant, ça évolue très vite et vous pourriez trouver des vidéos où la barre n'est pas située au même endroit. J'ai déjà oublié, vous voyez, mais je sais que, si je dis pas de bêtises, la barre, elle a été en haut. À un moment où, en tout cas, elle n'était pas flottante, comme ici. Et il y a de nouveaux outils qui sont arrivés. Ouais, ce que je disais, Maëva, pour faire simple, ici, sur ton fichier Figma, la partie à gauche, c'est surtout de l'organisation. Dans File, tu as la possibilité, comme Jamboard, de créer des pages, et dans Layers, tu as tes calques. Après, c'est normal, voilà. Si ça paraît beaucoup, nous, on va reprendre de 0, sans calque, pour voir ce que ça donne juste après. Et je disais que dans le panneau A7, pareil, première semaine, lui, on s'en occupe pas, nous, on va rester dans File, mais on ajoutera, du coup, nos ressources, les boutons qu'on prépare, les cartes qu'on prépare, etc. La boîte à outils, maintenant, les raccourcis, du coup, sont similaires à ceux de la suite Adobe, donc c'est-à-dire que le raccourci V, plutôt, excusez-moi, vous permet d'arriver sur la flèche de sélection, qui vous permet de sélectionner un élément et de le déplacer. Les sections et les frames, c'est déjà la grande différence avec les rectangles dans la suite Adobe. Quand sur la suite Adobe vous déplacez un rectangle, les éléments qui sont au-dessus, sauf s'ils ont été groupés, ne suivent pas le fond. Là, tous les éléments que j'ai mis dans ma section se déplacent avec. Donc je peux sélectionner et déplacer. Raccourci H, vous avez la petite main, End, qui vous permet de vous déplacer à l'intérieur. Je l'utilise jamais, mais ça c'est propre à moi, je suis plutôt du coup contrôle molette. Je décale à droite, et donc ici nous on va surtout se concentrer sur deux choses, les frames et les sections.
Après, pour les créer, c'est le même principe. Si je veux une section, eh bien, je sélectionne et je clique tir pour en tracer une. Cette section, vous allez voir qu'elle se présente différemment par rapport au frame ou au rectangle, parce qu'elle a, vous voyez, un petit badge, une petite vignette en haut à gauche. Ces sections, je vais les utiliser pour organiser une nouvelle fois mon travail. Je vous disais que j'utilise les pages pour les étapes, wireframe, design system, maquette haute fidélité. Eh bien, j'utilise les sections plutôt pour les versions. Tout type de version, mobile, tablette, ordinateur, light mode, dark mode. Donc, je parle des thèmes sombres, des thèmes clairs, pour faire la traduction. Ça peut être aussi, et dans certains cas, V1, V2, V3. Ça peut être aussi de l'A/B testing, on en reparlera ensemble, mais ce qui se fait beaucoup, l'A/B testing vous parle peut-être, je sais qu'on le retrouve de plus en plus sur YouTube par exemple, où vos créateurs préférés souvent mettent 2 miniatures, ils l'envoient du coup au public pour voir laquelle des deux attire et convertit le plus de monde. On aura le même principe sur le web où on pourra du coup faire du A/B testing sur des pages. En tout cas, voilà, je mets le nom de ma version, n'importe laquelle soit-elle, juste ici, par un double clic. Et donc tout ce que je vais venir mettre à l'intérieur, vous voyez dans le panneau calque, j'ai donc ma section 1. Si demain je viens écrire à l'intérieur, je reprendrai le petit texte juste après, eh bien vous pouvez voir dans le panneau calque, test s'est mis à l'intérieur de la section. Et donc si je déplace la section, test se déplace avec. Hop. Je le supprime. Là, je vais appeler ça hop, mobile par exemple. Ensuite, donc vous avez ces frames là et commence le moment où vous allez peut-être vous dire c'est pas la couleur que je veux, c'est pas la taille que je veux, plein de petites choses comme ça. Déjà, si je désélectionne tout, vous pouvez voir que à droite, j'ai pas les mêmes infos. Quand vous désélectionnez et que rien n'est sélectionné sur l'interface, vous avez plusieurs options à droite. Déjà, pas que je passe trop vite, des choses qu'on s'est déjà montrées sur notre ami FigJam. Vous voyez le nombre de personnes connectées sur votre Figma. Vous pouvez, et ça pareil on le reprendra à la fin, mais lancer un aperçu de votre maquette. Qu'est-ce qu'elle donne en plein écran, en test en fait. Et vous pouvez partager le fichier. En dessous, vous avez design et prototype. Dans la partie design, donc ce sera nos 3 premières semaines, c'est là qu'on design. C'est là qu'on choisit les couleurs, les tailles, les espacements. Alors que dans prototype, qui est beaucoup plus léger d'ailleurs au premier abord, vous allez choisir toutes les interactions. Est-ce que je veux du clic? Est-ce que je veux du survol? Est-ce que je veux une action après un certain temps? Donc bien distinguer les deux. Le plus important pour nous restera la partie de gauche. Je descends et je vois page avec un code exa. Eh bien, c'est la possibilité pour vous de changer l'arrière-plan de la page. Donc si vous avez envie de vous brûler les yeux, mettez le fond en rouge et vous allez passer de super journées. Manquerait plus que vous ayez une fenêtre où le soleil tape derrière, c'est parfait. Personnellement, alors jusqu'ici, ouais, c'est vrai que je suis souvent plus sur le dark mode, mais je sais que quand j'ai commencé Figma, j'étais plus habitué à travailler sur un gris clair, comme mes maquettes étaient en blanc pour les faire ressortir légèrement. Je pense que ce seraient les deux options que je viendrais choisir. C'est possible en tout cas juste ici. D'ailleurs, je vais rester sur ce panneau qui vient de s'ouvrir parce que changer les couleurs sur Figma en général, que ce soit changer la page, changer la couleur de la section, d'un texte, se présentera toujours de cette façon. Donc vous aurez toujours cette petite pastille déjà juste ici, avec un aperçu de la couleur, le code exa et son opacité. C'est ce à quoi correspond 100%. Et le petit œil aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon après sur la page ça sert à rien d'enlever l'arrière-plan. Si je clique ici, je peux le changer. Je peux du coup customiser. Alors on verra que après on aura sûrement un peu plus d'options avec d'autres icônes supplémentaires juste au-dessus. Mais en attendant, ça permet pour vous de simplifier l'interface. Vous avez votre espace chromatique juste ici. Vous pouvez du coup changer voilà, la teinte ici et l'opacité juste là.
Aujourd'hui, il me sort tout ça en HSL, mais c'est pas ce sur quoi vous serez par défaut. Vous serez normalement en hexadécimal. C'est parce que moi j'avais été dessus. Le hexadécimal, vous retrouvez aussi le RVB, donc RGB si besoin, mais c'est pas celui que vous allez utiliser le plus. Un qui peut être très pratique, c'est le CSS. Tout simplement, il vous donne la teinte en CSS directement. Alors le CSS, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, permet aussi de mettre du hexadécimal. Mais quand vous avez besoin de gérer l'opacité d'une couleur, eh bien, le code CSS permet de gérer la transparence avec le dernier chiffre, juste ici. 1 veut dire 100%. 0,5 veut dire 50%. Et ainsi de suite. Mais restez en hexa pour commencer. En dessous, vous avez du coup les couleurs récentes utilisées sur la page ou sur le fichier, si besoin. Et plus tard, on verra qu'on va créer des styles. Les styles, c'est ce que vous retrouvez juste ici, en dessous. Style, la possibilité d'en créer avec le petit plus. Et vous voyez, on peut faire des styles de texte, des styles de couleurs, des styles d'effets ou des styles de grille. On les reprendra pareil tous ensemble, mais en tout cas, une fois qu'ils sont créés, ils s'affichent juste en dessous. Et je vous ai mis un exemple avec quelques styles de texte, je vais y arriver, et quelques styles de couleurs qu'on va organiser aussi par dossier, pour que ce soit plus pratique. Je m'enfonce pas dans les styles que je pourrais aller éditer. On se fera un volet là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera sûrement fin de semaine prochaine, quand les croquis en noir, gris et blanc seront terminés. Vous avez également sur ce panneau les variables. Les variables, pareil, je ne vais pas m'enfoncer dedans, mais vous dire qu'on les verra. C'est la possibilité pour vous d'automatiser beaucoup de choses. D'enregistrer tous vos types d'espacements. Et donc là, prenez-le avec beaucoup de recul, que ce soit pas effrayant. C'est normal que ça le soit aujourd'hui, si c'est ce ressenti. J'aurais fait la même tête il y a quelques années. Et vous avez ensuite des modes. Pour faire simple, je vais vous inviter à prévoir tous vos espacements type pour ordinateur, pour mobile. Et de cette façon, en quasiment un clic, si on travaille bien, on peut obtenir une version. Si vous voulez, hop, petite démo rapide ce matin, pas une démo, une visibilité sur ce que ça peut donner. Hop, non ça c'est vous. Tac tac tac. Hop. Si j'ai encore les accès. Est-ce qu'on m'a retiré? Bon, je crois que vous avez eu le temps de vous servir un café, le temps du chargement. Ok, on arrive juste ici. Et donc vous pouvez voir que ce candidat a une section où il a toutes ses maquettes ordinateur, toutes ses maquettes mobiles. Hop, je sélectionne, pour pas tout casser, je vais faire une copie. Ça c'est fichier type, il doit y avoir beaucoup d'images et de vidéos. Je sais qu'il y a de la vidéo par exemple, et la vidéo alourdit énormément le fichier. Ah ouais, là c'est quelque chose. Ce candidat, en tout cas, a réglé comme il faut tous ces espacements, toutes ces typos, et regardez ce qui se passe. Je sélectionne la section, et j'ai deux curseurs à droite, grâce aux variables et aux modes. Je pourrais lui dire les espacements, mets-moi les espacements, hop, mobiles, et la typographie, mets-moi les textes en taille mobile. Et à quelques détails près, on voit qu'il y a des pages où, là je vois des couacs quand même. Si vous gérez bien, on peut arriver à une version mobile sans trop d'efforts. Ou inversement, si on le travaille dans l'autre sens. Et tout ça, c'est grâce du coup aux variables. Les variables ne seront pas une obligation. Je vous les montrerai dans tous les cas. Quelqu'un qui veut rester sur de simples styles pourra convenir pour l'examen. Mais ça vous permet de voir toute l'étendue de ce que permet cet outil.
Donc je reviens à ça, et donc ça c'est vraiment des choses qu'on verra fin de semaine prochaine, voire début de celle qui suivra derrière. Alors, c'est une très bonne question, Adrien. Souvent, vous entendrez parler de mobile first ou de desktop first. La meilleure pratique, et après je mettrai des guillemets dessus, c'est le mobile first. Ça veut dire que moi, par exemple, quand je code un site, quand je l'intègre, je pense toujours et j'intègre toujours la version mobile en premier. Parce qu'on a toujours tendance à s'attarder plus sur cette première version qu'on commence. Et comme on sait que 2/3 des usages sont faits sur mobile aujourd'hui, on s'assure de n'avoir rien de cassé. Et je m'excuse si j'avais déjà donné l'exemple, mais j'ai un proche récemment qui m'a envoyé son portfolio, qui m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai ouvert sur mobile et t'es totalement explosé. Et je lui fais mais t'as pas prévu la version mobile? Et il m'a dit non, pour les recruteurs, la version ordinateur, ça suffit. Moi je trouve que c'est un risque trop gros qui est pris. Pensez vraiment à cette version, qui est beaucoup plus consultée que ce que vous ne le pensez, même si vous faites un portfolio plus tard. Et donc version mobile en premier, mais j'ai moi une petite parenthèse qu'on m'a fait aussi pendant ma formation et avec laquelle, avec du recul, je suis totalement d'accord. Vous, créatifs, est-il plus facile pour vous de projeter des idées et d'imaginer des choses sur 375 pixels de largeur ou sur 1920? Souvent, les idées viennent beaucoup plus sur la version ordinateur. Donc je vous dirais, pour pas vous emmener à contrario de ce qui se fait, et pas que le jury vous dise ah non, non, parce que ça arrive, il y a même des gens qui disent qu'il faut commencer par la version ordinateur quand vous codez, bon ça c'est encore autre chose. Mais je vous dirais, retenez quand même le mot mobile first en tête pour tout, que ce soit développement ou la création sur Figma. Mais je mettrai une parenthèse, et je suis loin d'être le seul à le faire, et je pense que quasiment tout le monde honnêtement le fait secrètement. Un créatif a toujours plus d'idées quand il commence sur ordinateur. Dans tous les cas, je ferai pas forcément les deux en parallèle pour pas me mélanger les pinceaux. Par contre, quand je crée, je me dis toujours dans ma tête, quelle forme ça va prendre sur mobile ou sur ordinateur, pour être sûr que ce soit adaptable et pas me mettre des bâtons dans les roues. Alors je vois en train d'écrire, donc je t'attends, ça me permet de m'hydrater, sinon je vais sécher sur place. Ouais, par exemple. C'est totalement quelque chose que tu peux faire. Et en fait, tu soulèves quelque chose que je vous dirai en fin de journée ou lundi matin en fonction de quand on va commencer ça. Je vous ai présenté et on se représentera 2 étapes, le zoning et le wireframe. Et je vous dis que souvent en entreprise, la vérité c'est qu'avec le peu de temps qu'on a, les 2 étapes sont souvent fusionnées pour n'en former qu'une seule. Moi, je vous recommanderais quand même de faire un petit croquis papier qui sera l'équivalent du zoning, juste pour les zones, et de faire le wireframe sur Figma. Hop, donc je prends et du coup je poursuis sur la suite. Donc ça c'est ce qui se passe quand on ne sélectionne rien. Quand je sélectionne ensuite un élément, que ce soit une section, une frame, un texte, une image, j'ai accès à ces paramètres. Avec une boîte d'ailleurs dont je peux adapter la largeur si je le souhaite, parce que je la trouvais très large. On reprend du haut. Vous avez toujours le panneau design, le panneau prototype. Nous on reste sur design pour les jours à venir. Vous avez déjà la position. La position, c'est sur l'axe X et Y où est positionné votre frame. Donc si je la déplace, c'est amené à changer, comme la suite Adobe. Ça, on va quasiment jamais s'en occuper, parce que même les outils d'alignement que vous voyez au-dessus, et qu'on utilisait beaucoup dans la suite Adobe, on l'utilisera et on les utilisera beaucoup moins, parce qu'on va avoir l'équivalent de la disposition flex qui va tout automatiser. Mais si un jour vous ne voulez pas mettre de flex, vous pouvez passer par là. Je descends ensuite, vous avez la possibilité de changer la largeur et la hauteur de n'importe quel élément. Si vous cochez la petite case ici, vous conservez le ratio. Donc si vous aviez un carré, vous changez une seule valeur, ça reste un carré. Je prends l'exemple ici. Hop, j'ai peut-être un peu abusé. Vous ne voyez plus rien.
Voilà, par exemple, là je conserve mon ratio alors que si je le décoche, je change un, l'autre ne change pas. Ça, pareil, vous avez vu avec le projet Eligius Magie après qu'en quelques clics on peut tout changer, et bien c'est parce que plus tard on se montrera que ce petit icône permet d'appliquer des variables. Et donc on peut connecter chaque petit champ que vous voyez à des choses qu'on a préparées en amont. En attendant, nous, on va mettre des valeurs à la main comme on a l'habitude sur la suite Adobe. C'est le panneau Layout. Ensuite, vous avez le panneau Apparence. Apparence vous permet de gérer deux choses majoritairement. La possibilité de jouer sur l'opacité de l'élément sélectionné, mais aussi d'arrondir ses angles. Donc si vous voulez faire des boutons plus tard, c'est ici qu'on passera. Alors par contre, on n'utilisera pas les sections. Les sections, je vous le rappelle, c'est juste une sorte de gros dossier qui va accueillir vos futurs éléments. Si demain vous ne voulez pas les mêmes angles partout, eh bien on pourra déployer cette petite icône qui vous permet de changer individuellement chaque angle. Et là, à ce moment-là, je pense que dans vos têtes, il y a deux choses qui vont se dire. Soit vous allez vous dire « Ah, c'est super sympa, c'est extrêmement simplifié par rapport à la suite Adobe, je vais vite trouver mes repères. » Ça, c'est la première équipe qui va se dire ça. Et au vu des regards, il n'y a pas beaucoup de personnes dans cette team-là. Il y a la deuxième team, la deuxième équipe qui va se dire « C'est limite trop épuré. Comment je sais que cette icône-là ait fait ça, que cette icône-là ait fait ça ?» Prenez le temps de survoler. Ça va devenir des automatismes derrière. J'ai envie de dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance que l'interface, elle n'était pas encore la même. Ils l'ont simplifié avec les années. Et avant, moi, j'avais le libellé, souvent, à côté. Donc, prenez le temps de survoler. Hide qui veut dire cacher. Corner, ce sont les angles. Par exemple, ici, vous survolez aussi, vous voyez corner radius. Vous avez du coup toutes les traductions, opacity, si besoin. C'est un temps d'adaptation par lequel il faut forcément passer. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Donc voici pour l'apparence plutôt, avec toujours le petit œil qui vous permet de cacher complètement. C'est ça. Excuse-moi, Valentin. Ouais. Je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai des noms. Hein. T'as des quoi, des noms? Ouais, j'ai dimension, opacity, corner radius, c'est écrit. Quoi. Au survol? Non? Attends, je te fais un petit Mhm. capture. Je crois que tout le monde va vouloir ton interface du coup. J'ai rien fait pourtant, mais T'es sur ton navigateur ou sur ton application de bureau? J'ai aussi, moi. sur mon bureau, je crois. Je suis comme Claire. C'est marqué. Opacity, c'est. Ah, attends, je suis en train de me demander s'ils n'ont pas un C'est pareil. paramètre, parce que ça a fait beaucoup de bruit, et donc ça se trouve, il y a un paramètre qui, comme les langues a été ajouté, qui vous permet d'afficher plus de choses. View. Je suis d'accord, moi aussi je l'ai. Minimize Tout le monde là. Non, c'est pas ça. Moi, je suis comme toi, Valentin. J'ai juste les icônes. Page, film frame. Alors, je pensais que c'était ça, mais pas du tout. Donc je prendrai le temps de regarder. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les mêmes interfaces, pas mal, pas mal. Faut que je vois si j'ai. Alors non, parce que de toute façon Hermeline, j'imagine que tu l'as. Non, ça fait longtemps que tu l'as peut-être Hermeline, Figma. Non, je l'ai installé là. Ok. J'allais dire ouais. Parce que je disais, ouais, en effet, Manon, tu as raison. C'est peut-être une mise à jour, parce que moi je suis pas toujours au taquet Valentin dessus. J'ai tendance à les repousser. Ouais. Ouais, tu l'as au-dessus dans ton menu View, tu l'as, là, c'est Property Labels. View. Juste au-dessus de Ah super, Minimize. merci, merci Stéphane. View Property Labels. Voilà, juste ça. Ok, bah n'hésitez pas. Ah bah oui, voilà. Si vous voulez, allez-y. J'allais dire, moi je vais pas être gentil, je vais rester sur l'interface cachée. Non, je vais me mettre sur la vôtre pour qu'on ait la même. Allez-y, foncez, et puis vous verrez dans 4 semaines, les libellés, je vais y arriver, vous pourrez les retirer. Que ça vient assez rapidement en tête, hein, ce que je vous montre là, on va le retrouver sur tous les éléments. Et impeccable, génial. Je vais juste, alors attendez, je fais un test rapide.
Bon, presque pour tout le monde. Lui, il n'y a pas le droit. Mais c'est déjà ça. Je continue donc sur la présentation. Sous l'apparence, vous avez la possibilité de changer la couleur de fond. Couleur de fond, retenez fil. Même panneau, vous voyez que tout à l'heure. Je clique dessus, une fenêtre s'ouvre avec, oui, davantage d'informations que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors vous retrouvez votre espace colorimétrique. Tout ce qu'on s'est montré en dessous est exactement la même chose. Ce qui change, c'est ce qu'il y a au-dessus. Il faut le retenir comme arrière-plan, fil, et pas juste comme couleur de fond, parce qu'on peut mettre d'autres choses. Vous avez Custom, moi, donc Custom, c'est tout ce panneau-là. Librairie, je viens pas dessus aujourd'hui, c'est là où on enregistrera tous nos styles de couleurs. C'est plusieurs façons d'y accéder. Je reste sur Custom pour vous dire que vous pouvez, oui, mettre des couleurs de fond, mais vous pouvez aussi mettre des dégradés. Si vous connaissez le principe sur la suite Adobe, honnêtement, le temps d'adaptation devrait être assez facile. Je trouve ça beaucoup plus intuitif en général. Il y a des similitudes, je clique, ça rajoute un point, je le supprime, je clique sur moi. Vous orientez votre dégradé comme vous le souhaitez. Vous pouvez demander d'être linéaire, radial, peu importe. Et on peut arriver à des choses très sympas. Vous pouvez le retourner, l'inverser, et ainsi de suite. Exactement, Maëva, on est bien sur un design file ici. Figjam, résumez-le vraiment juste à un tableau blanc collaboratif sur lequel vous pouvez partager des ressources, échanger, débattre, faire des arborescences ou des schémas. Donc je suis sur les dégradés. Ensuite, j'ai la possibilité de créer des motifs très rapidement. Ici, alors je vais pas en avoir forcément, mais parce que j'ai ça. Non, j'ai pas. Alors je vais aller chercher une icône là, pareil, petite parenthèse. Hein. Je vais un peu vite, mais c'est normal, c'est un panneau qu'on n'a pas encore vu et qu'on se présentera après. J'ai envie de faire un motif à partir de cette magnifique horloge que je vais passer en blanc. Hop. Eh bien, je reviens sur l'endroit où j'étais. Hop, je fais sélectionner la source. Hop, je clique dessus et donc vous voyez mon horloge est ajoutée ici. Vous avez derrière des réglages en fonction de l'alignement et des espacements qui peuvent être désirés si vous voulez des espaces différents. Par exemple, hop, vous pouvez arriver à quelque chose à la fin. Vous avez donc les motifs, vous avez aussi la possibilité de vous dire moi en arrière-plan je veux une vidéo ou une image. Donc là vous pouvez, vous voyez, directement uploader depuis votre ordinateur. Je passe plutôt cette partie-là, mais on verra plus tard que vous pouvez aussi générer des images directement. Si besoin, pas besoin d'aller sur Gemini ou un autre. Ça reste pas un logiciel de retouche photo, préférez plutôt Camera Raw sur Photoshop ou Lightroom, mais vous avez du coup différents réglages d'exposition, les réglages de base si vous en avez besoin. Et enfin, vous avez la vidéo disponible ici. Il faut juste savoir que la vidéo, vous l'avez grâce à Figma Education. Demain, vous repassez en accès gratuit. C'est une limite. Mais honnêtement, je pense qu'on peut faire plein de choses avec la version gratuite. Si demain, vous avez besoin de lancer une activité à côté et d'outils qui vous coûtent pas trop cher. Par exemple, moi je sais qu'une vidéo alourdit énormément en plus le fichier Figma. Donc j'ai souvent tendance à plutôt ajouter un GIF. Ma vidéo, je vais sur Première, je sors un GIF et je la place sur Figma et ça reste animé pour montrer au client sans me bouffer de la place. Et en plus, quand on est en version gratuite, c'est pas mal. Voilà, on reviendra dessus et de toute façon, je vous laisserai aussi tester pour pas que ce soit trop long pour vous. Hein. Mais voilà, vous avez plein de choses, notamment si vous voulez cropper une image. Cropper, ça veut dire rogner. Vous retrouvez peut-être ce mot sur vos téléphones, pour certains déjà. Voilà en tout cas, ici la possibilité de choisir le fond. Hop, et donc, si vous vous mettez sur la couleur, donc qui est le premier choix, vous avez quelque chose qui doit vous rappeler Adobe Color Contrast, juste ici. Ça fait 1 an. Avant, moi, je passais par des extensions, mais c'est depuis quelques mois
implémenter directement dans Figma. Et vous allez peut-être me dire, moi je l'ai pas. Il y a de grandes chances, voilà, parce que cette petite icône au-dessus n'est pas cochée. Elle s'appelle Check Color Contrast. Donc c'est est-ce que vous voulez checker, est-ce que vous voulez contrôler le score. Et vous voyez, moi ça le fait apparaître. Vous avez donc ici un rappel du coup des teintes que vous avez choisi. Alors moi j'ai pas de texte donc c'est pas logique, donc je vais le faire autre part. Je prends une frame, je la trace. Hop, je mets un petit texte dessus. Je vais faire exprès de pas avoir un bon contraste. Hop, voilà. Et donc là ce qui se passe, c'est que quand je reviens choisir ma couleur, on voit qu'il a bien compris que le texte était en noir, l'arrière-plan en rouge, juste ici. Et aujourd'hui, il se cale par rapport à la norme AA. Et je vous ai dit, AA, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire, parce que c'est la norme minimale recommandée pour un bon contraste, là où AAA va être encore plus sévère avec vous et va vous limiter dans vos choix graphiques. Donc restez sur cette norme-là, et je vous montrerai comment la changer au besoin. Si vous ne savez pas quelle couleur choisir pour arranger les choses, bon, pas sûr que ce soit réellement mieux ici, hein, par exemple. Ah non, justement, j'ai pas compris, c'est l'inverse. Ici, mon contraste, il est bon quand j'ai passé la ligne blanche que vous voyez. Si je me mets en dessous la ligne avec les pointillés, mon score de contraste n'est plus OK. Donc visuellement, je trouve qu'il y a un petit plus par rapport à Adobe Color Contrast pour vous. Et vous pouvez, vous voyez, si le contraste n'est pas bon, tout simplement cliquer, alors non, cliquez ici plutôt, excusez-moi. Et regardez le petit visuel qui s'affiche en dessous. Il va vous recommander la couleur la plus proche. Hop, pour avoir le bon contraste. Maintenant, vous êtes dans la norme AA. Ouais, vas-y Maureen. On t'a montré le projet Juste Magie là sur Figma Mhm. juste avant. Chaque, on va dire, chaque image, chaque page, en gros, ça correspondait à une section. Alors, non, c'est pour ça qu'on se reprendra cette précision-là après. Pour organiser mon travail dans des dossiers, je prends les sections. Et pour créer les pages en elles-mêmes, les pages, les rubriques, les sections, ce que vous voulez, on utilisera des frames. D'accord. Du coup, pour créer, par exemple, un bouton, Ce sera une frame on aussi. fait ça sur une frame aussi? Ouais, exactement. Dites-vous que les D'accord. frames, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Et moi, je vais essayer, quand j'ai pas encore parcouru toute la boîte à outils, mais je vais bannir les rectangles avec vous. Parce que Ok. je sais qu'on peut être tenté, et même moi, quand j'ai commencé, j'ai été tenté d'utiliser les rectangles. Donc Du coup, si vous voulez faire admettons... simple, ouais, vas-y. Non, mais vas-y, je te laisse. J'allais dire, si vous voulez faire simple, gardez en tête frame. Frame pour un Ouais. bouton, frame pour une page, frame pour une rubrique de page. Retenez frame. Donc, admettons, on fait une frame pour une page, par exemple, je sais pas, n'importe laquelle. Ouais, Pour faire les éléments dedans, on fait d'autres frames qui correspondent à un élément pour s'y exactement. retrouver. Regardez le panneau de calque à gauche, et de toute façon, on va voir que les frames, par leur icône, se démarquent des autres. Et encore, vous allez me dire, là, c'est encore d'autres icônes, mais c'est parce qu'on a activé l'auto-layout dessus. Mais pour faire simple, ça, c'est une section. Ça, c'est une frame. Et à l'intérieur de cette frame qui s'appelle Accueil, que j'ouvre dans le panneau calque avec vous, j'ai le menu desktop qui est une frame ici. À l'intérieur de la frame, j'ai une frame qui englobe le logo et j'ai une frame qui englobe le menu. Ok. Donc vous allez avoir que des frames imbriqués dans des frames. Vous voyez, pour chaque bloc là que je survole et sur lesquels je descends, hop, on pourrait même aller encore en dessous. Et donc pour ceux qui ont, là c'est la parenthèse, pour ceux qui ont déjà fait du HTML, ça correspond tout simplement aux divs, enfin aux balises div, sections et articles. Faut le voir comme ça. Donc les sections, elles seront utilisées principalement pour la version mobile, la version web, C'est ça. et pas forcément autre chose. Alors tu vois là j'en ai pas ici. Alors, je suis en train de chercher qui a fait ça. Version mobile, en fait vos projets derrière, j'ai envie de vous dire, alors il me faut la version ordinateur et mobile, moi c'est sûr. Hop. Il me faut la version mobile, mais si vous avez envie d'aller plus loin, parce que vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous emmène là où vous avez envie d'aller.
Si vous voulez aller au bout des limites de Figma, on ira au bout de ces limites. Euh, mais je ne demanderai pas à tout le monde de le faire parce que je sais que c'est déjà un rythme qu'on s'impose en formation sur 6 mois. Mais cette candidate, à ce que je me suis trompé dans la supprimer, elle avait fait un light dark mode. Il n'est plus là. Ah non, il est plus là. Mais donc vous aurez des sections en effet en fonction de ce que tu veux faire. Mobile, ordinateur, light, dark. Donc en général sur une page vous allez avoir 2-3 sections sur vos projets. Le reste ce sera des frames. Hop. Dans tous les cas on va se faire des démos après cette présentation très générale et vous verrez comment moi je les utilise. Ce sera parfois plus simple. Je reviens sur ce petit check color contrast. Hop. Et je voulais juste vous montrer que vous pouvez choisir le niveau de norme que vous voulez. Alors vous restez sur AA. Mais si je vais sur les settings, juste ici, eh bien vous pouvez passer, vous voyez, sur cette norme AAA. Et surtout, regardez ce qui se situe juste ici. Parce que parfois on va vous dire que le contraste est OK. Mais parce que Figma est très fort, très très fort. Mais bon, il fait pas encore tout. Il ne sait pas dans quelle taille vous avez écrit le texte. Il n'est pas capable de l'analyser. Donc, dites-lui si vous êtes sur un normal texte ou un large texte. Et là, vous allez me dire, c'est quoi un normal texte? C'est quoi un large texte? Ce que je vous ai exporté sur le Drive, je les ai aussi laissés sur le Figma que je vous partagerai. Et je parle, hop, des normes ici. Et par exemple, un large texte, c'est un texte qui fait 24 pixels en régular ou 19 pixels s'il est en bold. Un normal texte, ce que je vous ai mis, super, je l'ai remis là, c'est du coup inférieur à 24 pixels, toute graisse confondue, enfin sauf le en gras. Donc si vous avez besoin, par exemple pour vos paragraphes et vos boutons, vous allez faire le test sur normal texte, alors que pour vos titres, vous ferez le test pour large texte. Si vous avez un doute et que ça vous prend trop la tête, moi ce que je ferai, hop, je resterai toujours sur normal texte, parce que c'est la norme qui sera le plus dur avec vous. Comme ça vous êtes sûr que le contraste est toujours OK. Là on voit par exemple que sur le rouge il est impossible d'avoir un bon contraste sur un texte inférieur à 16 pixels. Je ferme cette petite fenêtre, comme chaque chose qu'on se montre, on y reviendra plus en profondeur avec des démos. Je reviens sur ma frame que je sélectionne, vous avez Stroke, juste en dessous de Fill. Stroke, ce sont les contours. Vous pouvez choisir l'épaisseur du contour, le fait que ce contour soit positionné à l'intérieur, à l'extérieur de la forme, ou plutôt au centre. Ça rejoint des choses que vous avez également sur la suite Adobe. Vous pouvez choisir la couleur de ce contour avec une fenêtre qu'on va commencer, vous voyez, à revoir à chaque fois. Vous pouvez changer l'opacité. Et ce qui surtout va vous intéresser, vous, au-delà de l'épaisseur du contour, vous avez sûrement vu déjà des boutons et des cartes où il y avait parfois qu'un contour en bas ou à gauche. Et bien ici, on va le faire grâce à ce petit panneau individual stroke, donc contour individuel, qui vous permet de dire, moi par exemple je veux un contour seulement en bas. Et après, quand on vient arrondir les angles, on peut arriver sur des choses, voilà, un petit peu comme ça, que vous avez peut-être déjà vu sur certains sites. Donc vous pouvez les gérer, voilà, individuellement ici, ou même customiser encore un peu plus. Voilà pour ce panneau Ça nous va, moi. contour. T'as pas quoi? Le petit panneau que t'as montré là. Stroke Ou ou je l'ai. Ouais, Ça, voilà. l'icône? Moi, je l'ai pas. Tu n'as pas. Ah, est-ce que tu as sélectionné un Ouais, texte? c'est pareil. Ah non, j'ai pas de texte. Ah ouais, si vous sélectionnez un texte, vous ne l'avez pas, parce qu'il ne saurait pas dire sur un texte que du contour à gauche ou que du contour en bas. Alors, j'ai pas de texte, moi. Mais j'ai ma section qui est sélectionnée. Ouais, donc ta section est sélectionnée. Dans Stroke, t'as rien ici? Non, j'ai que le petit icône que tu as à côté, là. Alors, ce que je te laisse faire, je te laisse l'écrire à l'écrit dans la salle de cours. Comme ça, à la fin, quand on aura fini la démo et qu'on pourra laisser tout le monde tester,
Je vous ferai partager vos écrans pour ceux qui avaient des petits problèmes comme ça et on essaiera d'arranger les choses. Ok, non, je l'ai pas non plus. Toujours pas, bon, on regardera alors parce que ça peut être très pratique. Si je continue, sous Stroke, vous avez Effect, donc ce sont des effets. Après, c'est subjectif, ça dépend du style de chacun. C'est pas le panneau que j'utilise le plus, parce qu'ici, vous allez pouvoir créer des drop shadows, ce sont des ombres. Si vous créez des ombres, toujours avec parcimonie, comme un petit peu tout ce qu'on fait. Une ombre trop présente, ça peut vite faire cheap et dépasser. Vous avez d'autres choses, comme la possibilité, juste ici, de créer un arrière-plan flou. Alors vous allez me dire, je vois pas à quoi ça correspond un arrière-plan flou, surtout si je fais ça. Mais je vais vous mettre une image derrière pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop. Hop. Je glisse, dépose mon image. Hop. Voilà. Je fais des petites choses qu'on sait pas encore, hein, il va pas vouloir. Voilà, je vais la passer en arrière-plan. Et donc là, je pourrais jouer sur des effets comme background blur pour hop, flouter l'arrière-plan. Il y a une grosse tendance à un moment sur, ça me fait souvent penser à des applis de banque, carte bancaire, paiement, etc. où on avait beaucoup de choses à travailler en background blur. Alors pas en rouge, hein, souvent avec un blanc dont l'opacité avait été réduite, combiné à ce petit flou. En tout cas, vous avez des effets ici qu'on pourra enregistrer plus tard comme style, les supprimer avec le moins ou les ajouter. Et c'est vrai que c'est une partie que j'ai passée tout à l'heure parce que honnêtement je le fais assez peu, mais si vous avez un petit plus, vous pouvez ajouter autant de couleurs de fond, de contours et d'effets que vous voulez. Alors ça ne sert à rien là d'avoir 15 couleurs de fond, où on n'est pas peintre, on va pas mélanger les couleurs. Mais si demain vous me disiez, ah ben en fait, tout au fond je veux une image, hop. Voilà, je veux une image en arrière-plan de mon... Voilà. De ma frame, et bien tiens, lisibilité, contraste pas suffisant. Vous pouvez faire un petit plus pour ajouter un filtre noir d'opacité à tester derrière. Hop, 50% par exemple. C'est comme ça que vous allez les gérer. Et ce sera le même principe en code, on va accumuler les arrière-plans les uns derrière les autres. Donc même chose pour les contours, pour les effets. Et donc vous avez tout en bas un petit rappel de toutes les teintes que vous avez utilisées sur les textes, les arrière-plans, les contours, sur l'élément sélectionné. En quoi c'est pratique? Demain je vais vous inviter à tout rattacher à des styles de couleurs. Et bien si vous ne l'avez pas fait, vous le verrez assez vite ici. On pourra même désélectionner, plutôt excusez-moi faire un CTRL A, pour sélectionner tous les éléments sur le fichier et voir du coup les couleurs qui ont été utilisées. Et enfin tout en bas, on arrive du coup sur le panneau d'export qui a été partagé tout à l'heure. Enfin non, j'en ai loupé un petit, juste ici. Vous avez l'export et vous avez Layout Guide. Alors ça, c'est vraiment juste pour vous dire qu'il existe, parce que je vous en ferai une démo plus tard. Mais on peut créer des guides qui peuvent vous aider à aligner vos éléments. Et donc souvent sur le web le standard c'est d'avoir 12 colonnes. Hop. Ensuite on reste sur des multiples de 16 pour des multiples de 8 plutôt. N'importe quoi. Et donc là ça peut vous aider à avoir entre guillemets un template, des guides à suivre pour être bien aligné. Mais j'en reparlerai parce que là vous allez, pour moi je pense que vous dites je vois pas à quoi ça sert ces lignes rouges. Ouais, puis, J'ai une de toute façon, question je par l'ai rapport à pas, ça. le layout guide ni effect. Ouais, vas-y Manon. Je me rappelle que sur Adobe XD, alors je sais plus exactement, mais Ouais. au niveau des marches, c'était rose clair et ça se mettait automatiquement, je crois. Est-ce que c'est pareil sur Figma? Ouais, non, elles se mettent pas. Alors, elles se mettent pas automatiquement plus si si tu c'est restes sur automatique ou pas. Je sais si tu restes sur une frame classique, ça se mettra pas.
Par contre, alors là, c'est vraiment, je vais un peu plus loin, mais c'est quand demain on activera ce qu'on appelle l'auto layout ou le disposition flex dans Illustrator, eh bien, on aura des marges en bleu. Donc c'est peut-être plutôt ça que toi tu avais sur, ce sera plus visible comme ça. Voilà. Les marges qui sont rappelées comme ceci. Et après, il y a pas mal de gens qui ont rien. Aurélie. Et pareil, est-ce que vous êtes sur un texte ou est-ce que vous êtes sur. Attends, je pense savoir ce qui vous arrive depuis tout à l'heure. Ouais, vous avez sélectionné une section ou un texte pour ne pas avoir layout guide et pour pas avoir le stroke. On a la réponse aux deux en même temps. Donc mettez-vous bien sur une frame et normalement, j'espère, vous les aurez. Et après, juste pour revenir maintenant sur ce que tu disais, alors là c'est en bleu sur Figma, du coup, les marges. Le guide que j'ai montré c'était en rouge et tu pourras les changer si tu veux, si tu as envie que ce soit une autre couleur demain. Si je remettais par exemple un petit layout guide sur 12 colonnes, voilà, vous avez un rappel de la couleur juste ici. Mais je crois Super que dans clair. Adobe XD, ça se mettait automatiquement, non? Je sais plus. Bah, Mais je me souviens que j'avais pas besoin d'aller dans les paramètres. Enfin, ça date, mais pour moi, je ouais, sais plus. t'auras. Alors en plus, comme je l'ai pas assez utilisé, et ce que je vous disais, hein, moi j'ai vite fait mon choix. Euh, En tout cas, pour moi, tu l'as pas dans Figma. Faut obligatoirement activer l'auto layout. Maintenant, peut-être que l'auto layout dans XD était automatiquement, enfin en tout cas son équivalent était automatiquement activé. Ok, merci. Pas de souci. Oui, Moi, j'ai une j'entends le question. micro. Ouais. Ouais, c'est moi. Comment tu fais apparaître la règle? La règle qui est là-haut, alors ça va être dans les paramètres. Ici, normalement, tu vas avoir, alors, c'est peut-être dans View. Ouais, voilà, exactement. Et tu as la règle Rollers juste ici. Pareil, vous avez commentaires par exemple, ou layout guide si vous voulez les afficher ou non. Et quand la règle est présente, hein, c'est le même principe que la suite Adobe, hein, vous cliquez, tirez et vous faites apparaître des repères. Maintenant, vous verrez que les repères dans Figma, comme on va avoir l'auto layout, on n'en aura pas besoin, ou très peu. Ça a le mérite d'être là, sinon on va plutôt faire des posts réseaux sociaux ou des choses hors interface. Donc on s'est montré tout ce qu'on avait à droite, on se laissera le temps aussi de tester. Hop, je vais du coup continuer avec ma petite frame ici, voilà, que je trace, que je peux renommer, si je veux faire un bouton par exemple, button, et je continue à droite avec les autres éléments. Ici vous avez des formes. Pareil, je pense que je vais abuser en disant ça, je vais dû venir 10 fois ici. Parce que, pour vous dire qu'on peut vraiment tout faire sans les formes. À la rigueur, souvent les candidats me demandent, tu les as déjà bien utilisés, dans quel cas? Les ellipses, si je veux mettre les photos, pour des avis Google par exemple, dans des bulles. Mais sinon, utilisez les frames. Pourquoi utiliser les frames plutôt que les rectangles? Eh bien, on va faire le test ensemble. Vous avez une frame au-dessus, vous avez un rectangle en dessous. J'écris dans la première, juste ici. J'écris dans la deuxième, hop, clic droit, bring to front pour passer au premier plan, ou send to back pour envoyer en arrière. Et là je vais écrire rectangle. Eh bien, si je déplace la frame, les éléments à l'intérieur suivent et se déplacent avec, en gardant leur position. Si je déplace le rectangle, mais c'est les habitudes que vous avez sur la suite Adobe, le texte ne suit pas. Donc vous pouvez vite avoir un travail qui est cassé avec les rectangles. Comment le voir visuellement aussi? Regardez le panneau de calque. On voit qu'il y a un petit alinéa, une petite indentation qui est fait ici. Et on comprend bien que mon texte frame est enfant, c'est souvent le nom que je donnerais, de la frame qui s'appelle button. Là où le texte rectangle et le rectangle, ils sont au même niveau. Voilà pourquoi je les utilise. Alors vous allez me dire, pour certains qui connaissent peut-être déjà Figma, je peux faire un CTRL-G, comme sur la suite Adobe, ou le clic droit, grouper, dégrouper, ungroup en anglais,
mais ça va vous exposer à plein de limites, notamment dans l'utilisation de l'auto-layout. Il va pas savoir quoi faire du rectangle. Exactement, des frames dans des frames dans des frames. Ça va être un système de poupées russes, en fait. De boîtes dans des boîtes. Et c'est pour ça que déjà je vous laisserai tester ce matin après la pause, mais on se reverra après tous ensemble et on va vraiment commencer à envisager les choses, vous voyez, petit à petit. On réalisera ensemble en premier un bouton, puis une pop-up, puis une en-tête avant d'arriver à une section complète. Avec, vous voyez, plein de frames dans des frames. Vraiment pas à pas pour qu'on puisse comprendre la logique. C'est ça, exactement Adrien, c'est là où ça va avoir une autre logique. Notamment, et là c'est plus du bonus, si ici j'active la disposition flex, ou donc l'auto-layout sur Figma, je fais le raccourci que je vous donnerai plus tard, je retrouve les mêmes choses que sur InDesign, juste ici, avec les espacements et les flèches de direction. Et là il l'a très bien géré, alors que si j'avais fait ça avec un rectangle, eh bien, hop, ouah, trop bien. Eh bien, Figma vient de changer quelque chose depuis la dernière mise à jour. Si vous faites la bêtise de faire un rectangle, il va le convertir tout seul en frame. Alors, je ne peux pas vous assurer qu'il le fasse dans tous les cas. C'est parce que là, il était dessus, donc je pense qu'il a compris. Si j'avais fait un rectangle à côté et un texte juste à gauche, et que j'avais activé la disposition flex, ouais, voilà. Là, il n'a pas compris que c'était l'arrière-plan, par exemple. Mais c'est de bonnes choses. Retenez frame, malgré tout, et évitez quand même d'utiliser les rectangles. Ça évite les erreurs. Donc vous avez toutes les formes ici, la possibilité d'importer des images et des vidéos, mais moi je fonctionne par glisser-déposer. Vous pouvez faire la même chose, c'est plus rapide. Ensuite, vous avez la plume et du coup le petit stylo. Alors le pencil, j'utilise jamais, je vous ai donné les raisons hier. Mais la plume, si vous voulez travailler des icônes, ça peut être très pratique. Hop. Et c'est vraiment le même principe que la suite Adobe. Vous cliquez tirer, vous avez vos poignées. Vous appuyez sur Alt, vous cassez la poignée. Hop, vous continuez. Hop, et derrière vous avez plein d'outils, notamment Bend ici, pour venir retoucher une courbe ou une poignée. Le Alt marche aussi. Je préfère malgré tout la plume sur Illustrator et je vous encourage à continuer sur Illustrator pour des logos. Maintenant pour des icônes, moi je trouve que ça me gagne souvent pas mal de temps. Comme ça je reste sur la même interface pour des petites choses assez simples. Je trouve moins complet quand même que la plume sur Illustrator, même si ça permet plein de choses. Je trouve par exemple que l'ajout de points ou le retrait de points est plus compliqué sur Figma que sur Illustrator. Maintenant, je pense que pour une personne qui commence, elle trouverait plus facile la plume sur Figma. Donc vous avez cette possibilité si vous voulez. Vous voyez avec les mêmes paramètres que ceux qu'on s'est montré avant. Vous pouvez ajouter une image, un dégradé, une couleur de fond, un contour ou un effet dessus. Comme vous voulez. Donc vous avez cette plume. Ensuite, alors sinon je vais le passer trop vite, mais sachez quand vous faites des formes à la plume ou au rectangle, je vais faire ça là, je fais 2 rectangles, et bien si vous sélectionnez les deux, vous retrouvez tout en haut le Pathfinder. Là ça nous ramène à Illustrator, la mention spéciale à ceux qui adorent le Pathfinder sur Illustrator, il est toujours là. Et bien vous pouvez, c'est pas les mêmes noms, mais vous pouvez réunir, union, vous pouvez soustraire, créer des intersections, exclure. Là, hop, unir, vous voyez, mes formes n'en forment plus qu'une seule. Si je dis pas de bêtises, Figma vous permet à tout moment de revenir en arrière, par un double clic. Donc, je trouve qu'à la différence d'Illustrator, c'est pas vraiment du Pathfinder, c'est plutôt du groupe. Je le prends plutôt comme ça. Excuse-moi Maureen, j'avais pas vu ton message. Et pour les dimensions, on a un guide pour nous aider à choisir lesquelles. Exactement. Là, pour le moment, je veux juste que vous découvriez l'interface et vous allez reproduire des éléments que je vous donne. Mais dès qu'on a passé cette phase-là, et d'ailleurs dès lundi matin, on va s'attarder sur le cours qui est disponible sur le Drive, Mémo, comment créer une page web efficace.
Et je vais vous donner toutes les tailles. Les tailles des maquettes, les tailles des marges, les tailles des gouttières, les tailles de texte, absolument tout. Parce que c'est pas facile quand on commence et on peut vite se retrouver avec un site où on a des textes énormes qui agressent l'utilisateur qui arrive. Voilà en tout cas pour ce super Pathfinder. Vous avez du coup l'outil texte ici, où vous pouvez aussi mettre du texte sur une forme. Donc même si Figma, vous voyez, a ses limites, je me dis que le jour où on a l'export sur Figma, qui est un peu plus qualitatif, et qu'on aura la possibilité d'héberger plusieurs sites, ça va devenir très fort, et je pense que c'est vraiment un outil où on pourra tout faire. On n'aura plus besoin de 30 000 abonnements. Surtout qu'on voit qu'il y a la génération d'images, la génération de texte à l'intérieur et tout ce que je vous montrerai par la suite. On a du coup... Hop, alors si je vais juste rester sur le texte, excusez-moi. Quand j'écris un texte, j'ai deux options. Soit je fais un simple clic, et donc vous voyez quand j'écris, hop, la boîte texte s'adapte à mon texte à l'intérieur. Ça doit vous faire penser à des choses, alors qu'on ne s'est pas nécessairement montré nous sur la suite Adobe, mais quand vous tracez un texte, vous pouvez demander un texte en point ou un texte captif sur la suite Adobe. C'est le même principe ici. Quand vous faites un simple clic, la boîte s'adapte. Et quand vous faites un clic étiré, eh bien, les dimensions de la boîte, du coup, sont figées. Et on dira fixed sur Figma. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans pas mal de cas, je vais vous inviter à rester sur celle-ci pour envisager quelque chose qui soit responsive. Par exemple, dans un bouton, on choisira absolument ça. Peut-être par contre que sur des corps de texte, on gardera cette deuxième option. Dans tous les cas, il n'est jamais trop tard, parce que je sélectionne ce texte ou ce texte, regardez à gauche, il y a de nouvelles icônes qui disent à mon texte comment se comporter. Là, par exemple, ça veut dire soit en largeur automatique. Celui-ci veut dire mets-toi en hauteur automatique seulement. Et donc le dernier, il dit reste fixe, ne change rien si j'ajoute du texte. Donc par exemple, ce que j'ai fait juste en dessous, ça correspond aux dernières icônes. Fixed, je ne bouge pas par rapport à ce qui m'a été demandé. Je ne m'adapte pas. Pour les textes, c'est ceux qui sont importés sur nos ordis. Alors, pour les fontes que vous allez retrouver, en effet, juste ici, eh bien, vous avez toutes les Google Fonts par défaut, plus celles qui ont été installées sur votre ordinateur. La seule différence avec la suite Adobe, c'est que si demain vous installez une fonte, là où Adobe ça s'actualise directement, Figma il faut fermer l'application de bureau pour la réouvrir. Donc ne soyez pas surpris. On aura l'occasion, dès la prochaine démo après la pause, de reparler de ces types de boîtes texte avec du coup la disposition flex. Ici, j'ai en effet passé, et ça m'y a fait penser Adrien, avec ce que tu as dit, que je ne me suis pas attardé sur le panneau typographie qui s'affiche quand vous mettez du texte. Vous devriez retrouver vos repères. Honnêtement, il y a la fonte ici, il y a la graisse juste ici, il y a la taille du texte, il y a la line 8. Pareil, pour le moment c'est normal, vous ne savez pas les valeurs que vous devez mettre. On verra demain qu'une interligne fait généralement au moins, plus ou moins, 120%. Le letter spacing, les alignements à gauche, au centre, à droite. Bizarre, il n'y a pas de justification. Ce que je vous disais, c'est à bannir pour du web. Regardez, vous pouvez quand même en mettre un, mais il faut chercher pour trouver la justification. Et en plus, c'est pas une belle justification, hein, c'est du tout justifié. C'est pas du justifié à gauche. Vous avez plein d'options complémentaires dans le petit icône que je viens de cliquer. Souligner, barrer, tout mettre en majuscule, et ainsi de suite, liste à puce, liste numérotée. Il y a de quoi chercher, mais je trouve que ça va, il y a pas... Je trouve ça plus léger quand même que la suite Adobe, mais je suis peut-être pas assez objectif. Voilà pour ces textes. Il y a les petits commentaires, ça je me remets pas dessus, je vous ai montré sur FigJam hier. Vous cliquez et vous pouvez mettre un commentaire, et ensemble on peut échanger, se répondre, et normalement ça vous notifie. Et je suis notifié par mail également. Voilà. Et enfin ça pareil, c'est une icône qui était déjà présente sur FigJam. Je vais pas dessus aujourd'hui parce que ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. On peut générer des images, ça peut renommer les calques tout seul.
intelligemment. Ça peut réécrire un texte, le reformuler, le raccourcir. Enfin, il y a énormément d'outils d'intelligence artificielle qui ont été implémentés, pareil, dans les dernières mises à jour. Et du coup, on arrive sur la fin. 3 dernières choses à se présenter avant la pause, mais ce sera assez rapide. Là, depuis le début, on était dans le mode design. Et je ne veux pas vous faire peur, vous allez vous dire « Attends, là, il vient de nous montrer un tiers de ce qui se fait. » Pas vraiment. Parce que vous allez passer 90%, 95% de votre temps dans ce que je viens de vous montrer jusqu'ici. Dans le mode qui est à gauche, c'est le mode Draw, c'est si vous voulez faire du dessin. Ça ressemble un peu à FigJam, vous voyez. Mais en fait, c'est qu'il vous met plus en avant, plus rapidement, le Pathfinder ici. Vraiment, si vous voulez travailler du logo, du picto. Et vous avez d'autres choses juste ici, comme la possibilité de faire des masques de fusion, par exemple. Et j'allais dire, vous avez le concepteur de forme. Mais ils en font plus trop la promotion. Est-ce qu'ils l'ont... Il était là avant. En tout cas, voilà, vraiment un mode réservé au dessin dans lequel vous allez peu revenir, je pense. Parce que moi, mes icônes, je les fais dans le mode design. Je ne vais pas dans Draw spécialement pour ça. Parce que, c'est savoir pareil, ces modes, c'est tout récent. Et le mode à droite, c'est le dev mode. Alors, tout récent, non, lui, il est un peu plus ancien. Quand vous aurez fini votre maquette, vous avez la possibilité de récupérer le code CSS. Et donc, du CSS, ça ressemble à ça. Et je vois des bouches là, et des yeux, des gros yeux. Alors ça va peut-être effrayer certains, mais je trouve que ça peut aussi vous rassurer. Vous dire que c'est pas du Python, c'est pas du PHP. Regardez, on sera tous capables d'écrire color 2 points. Le code exa est bien pensé à fermer par un point virgule. Et se suivront les limites suivantes pour donner les autres spécificités. Le CSS, on se donnera le temps, mais pour moi c'est accessible à tous. Donc pour un développeur, c'est pas mal. Ça fait pas tout, mais c'est présent. Et c'est prometteur. Donc voilà pour cette grosse présentation de l'interface. Un peu lourde comme le premier cours qu'on s'était fait, mais on va tout repasser en détail, étape par étape. Et une question, alors c'est pour copier-coller dans notre WordPress. Alors, pas dans WordPress directement. Par contre, si tu ajoutes du code additionnel sur ton WordPress, tu pourras le copier-coller directement. Et on apprendra à faire du from scratch, c'est-à-dire faire des sites de zéro en 100% code. On pourrait aller chercher ces valeurs-là pour gagner du temps. Le CSS de Figma, on pourra le copier-coller. Bon, du coup, il y a la question qui revient en effet derrière, c'est ça. Vous pourrez le copier-coller. Maintenant, je tiens à vous rassurer, on va faire du code, mais ce code-là, on va le faire soit sur un TP que je vous donne, soit sur votre portfolio. Donc, c'est absolument pas un point regardé sur le jury, par le jury. Et si à la rigueur, ils vous posent des questions parce que c'est un exemple de votre dossier professionnel, ils savent que c'est la bête noire. Et souvent, ils vous disent, je sais que c'est le cas au Mans, on vient t'embêter sur des questions HTML, CSS. Grosso modo, ça veut dire, t'as apprécié cette partie. Il y a des candidats, et vous le verrez, vous serez très surpris, il y a la moitié, 3/4 du groupe qui va vraiment aimer. C'est vraiment satisfaisant de faire naître par des petits morceaux de code une interface. Bon, pareil, vous êtes dubitatif pour le moment, mais je vous ferai changer d'avis. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, et le site que vous ferez sur WordPress, c'est votre site de projet. Et à 97%, vous n'avez pas besoin de code. Je sais juste qu'il y a toujours des gourmands qui veulent des super animations, et là, oui, il y aura du code. Et ce sera les 3 derniers pourcents. Mais le jury vous ne donnera pas le titre parce qu'il y a des super animations. Donc rassurez-vous tout de suite. Par contre, c'est bien pour les challengers et ceux qui veulent aller un peu plus loin. Voilà donc pour tout ça. Je vais vous laisser du coup prendre la pause tranquillement jusqu'à 46, si on vous laissez pile 15 minutes. Vous vous remettez du coup sur un design file et vous testez. Vous essayez d'acheter des couleurs de fond, d'arrondir les angles, juste de trouver les premiers repères. Comme ça, moi aux alentours de 11h, 11h15, je vous fais signe et on se refait une démo sur une notion précise parmi toutes celles qu'on a passées là. Ok ? On est tout bon ? Super, un maximum de pouces. Peut-être Hermeline, une question ? Non, j'allais dire, c'est ok. J'allais dire, j'ai soif, j'y vais. Je vais aller recharger la gourde aussi. Bonne pause à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.